Notre dossier du jour qui est consacré aujourd'hui à ce colloque consacré lui-même à l'auto-hypnose. Pour en parler, nos invités nous ont rejoint. Le docteur Éric Merlot, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous depuis 10 ans? Ça fait 10 Ça ans. fait quelques temps, oui. La première fois, c'était il y a 20 ans, je crois. C'est vrai, vous étiez... ça ne rajeunit pas. Non, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Vous êtes neuropsychiatre, formateur en hypnose thérapeutique et président de l'Institut de Nouvelle Hypnose, ASBL, directeur du Centre Thérapie Institut Éric Merlot. Et vous organisez bien sûr ce colloque au sujet de l'hypnose et de l'auto-hypnose. On va revenir sur les définitions parce qu'on ne parle pas forcément de la même chose, je pense. Et vous êtes venu aujourd'hui accompagné de Ioannis Alexandrakis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes hypnothérapeute, vous allez participer à ce colloque et particulièrement parler, me semble-t-il, des adolescents aussi, ce qui nous intéresse beaucoup puisque ça fait à peu près 1 an et demi qu'on dit que les adolescents vont mal dans cette émission. Il serait temps qu'on s'occupe d'eux et qu'on les aide et qu'on les soutienne. Et des enfants. Et des enfants également. C'est vrai, on ne pense pas toujours que l'hypnose ou l'auto-hypnose sont à disposition des enfants et qu'ils pourraient même la pratiquer. Et en vous lisant, j'ai appris qu'en fait, ils la pratiquent. C'est naturel. C'est naturel chez eux. Ça Tout à vient fait. d'où ? C'est en fait les enfants quand ils jouent, ils sont encore dans l'imaginaire. Ouais. Et donc quand les enfants jouent et ils se prennent pour une princesse, un pompier, un policier, etc. Ils rentrent à fond dans le personnage et ils se prennent vraiment pour ce personnage qu'ils ont choisi. Et donc on peut plus facilement jouer avec eux à travers ce personnage pour justement les aider à contrôler, à gérer des choses intérieures, quoi. Oui, c'est vrai qu'ils s'imaginent même physiquement. Hein. Ils sont complètement... En fait, ils rentrent dans l'auto-hypnose. Hein. Quand on doit rappeler plusieurs fois un enfant, lui dire « Oh, je te parle, ça fait 1 heure que je te dis de venir manger » ou écoute, t'es dans la lune ». Là, ils sont en auto-hypnose. Les adolescents, c'est pareil. On doit aussi... allez, écoute-moi 2 minutes. Mais c'est pas du tout le même mécanisme. Voilà, c'est ça. C'est un autre problème. Alors, vous en parlez comme si vous n'aviez pas été enfant et adolescent. Oh, ça va, on a oublié. C'était loin. On l'est toujours. Donc, c'est pour ça qu'on est tous doués pour l'auto-hypnose. On a toujours ça en soi. Parfois, il faut faire de l'auto-hypnose en atelier pour pouvoir justement récupérer ces capacités de l'enfant. Mais on entend plein de gens dire non, moi l'hypnose, ça marchera jamais, ou ça marche pas, ou j'ai déjà essayé. Et de se dire qu'ils sont entre guillemets réfractaires à l'hypnose. Si on a été un jour un enfant, on est capable de retrouver cette auto-hypnose de l'époque et de l'adolescence aussi, oui. Et quand ça marche pas, alors ça vient d'où ? C'est quoi ? Si, ça marche, c'est une question de patience. Il suffit de... Alors, ça marche plus facilement en atelier d'auto-hypnose, parce qu'on se recentre sur soi pour essayer de découvrir justement ce qu'on faisait déjà quand on était enfant ou adolescent ou plus jeune. Et donc, c'est une sorte de réapprentissage de nos capacités de l'enfance. En thérapie individuelle, ça va dépendre de comment la relation entre le thérapeute et le patient s'installe. Mais si le thérapeute est très à l'écoute du mode de fonctionnement du patient, il va prendre son temps, il va en tout cas aider le patient à retrouver ses chemins avec un petit peu de patience. Ça marche avec tout le monde. On évite effectivement de le faire avec les gens qui sont paranoïaques ou schizophrènes, paranoïdes, mais à part ça, tout le monde est capable de retrouver ses capacités auto-hypnotiques. Éric Merlot, Véronique le disait, certains ou certaines se disent c'est pas pour moi, je n'y crois pas, parce que je pense que l'hypnose et l'auto-hypnose sont encore aujourd'hui trop méconnus, évidemment. Donc, est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette notion pour bien éclaircir qu'est-ce que ça veut dire hypnose et auto-hypnose ? Très bonne question. Donc en fait, l'état auto-hypnotique est un état modifié de conscience naturel. Donc pour moi, le tout premier état auto-hypnotique de la vie, c'est le moment où on tète sa maman, ou le biberon de la maman, ou du papa d'ailleurs. Et où on rentre ainsi dans une sorte... tout le monde a vu un bébé qui tète, il est dans un état second. Il a souvent les yeux révulsés, il y a une grenade qui peut exploser à 200 mètres, il continue de téter. Et en fait, il est dans une sorte de triple état. Le premier, c'est une sorte de sécurité complète par rapport au monde extérieur. Le deuxième, c'est une sécurité affective. En général, il se sent aimé. C'est le début de l'amour. C'est comme ça que se construit l'amour avec la mère. Et puis le troisième, c'est une sécurité, on va dire, alimentaire, puisqu'on prend à l'extérieur quelque chose qui va nourrir profondément et qui va calmer la souffrance de la faim. Et donc on est dans une sorte d'amalgame qui permet de modifier l'état de conscience et de donner cette espèce d'état de fusion avec la maman. Et cet état-là,
on va pouvoir le reproduire, même en mangeant peut-être du chocolat un jour pour essayer de retrouver de la sécurité, ou bien en essayant parfois en tombant dans la boulimie. Ça, c'est un peu le problème, hein, c'est que pour retrouver ce sentiment de sécurité, on va rechercher un acte alimentaire qui va reproduire une auto-hypnose alimentaire. Cette auto-hypnose, moi je pensais naïvement que c'était simplement le fait de pratiquer soi-même sur soi une forme d'hypnose. Oui. Est-ce que dans ce que vous dites, finalement, il y a un travail presque inconscient de recherche d'un état qu'on a connu enfant, c'est ça ? Alors c'est effectivement ça. Oui, tout à fait. Disons qu'il faut savoir aussi que le cerveau humain a besoin de modifier son état de conscience plusieurs fois par jour. Donc la nuit, vous savez qu'on a des cycles du sommeil de 90 minutes. On a 70 minutes de sommeil classique et 20 minutes de sommeil paradoxal où on rêve énormément, où l'inconscient est extrêmement actif. Et on s'est rendu compte que pendant la journée, en fait, on a cette tendance à reproduire une modification de l'état de conscience toutes les 90 minutes. Donc après 70 minutes d'éveil classique, on a une tendance soit à être fatigué, soit à être distrait. Vous en parliez d'ailleurs dans une émission sur les adolescents. C'est une capacité en fait naturelle. C'est pas un trouble de l'attention. Souvent, on confond trouble de l'attention avec déconnexion partielle avec le monde extérieur. Et donc, on a de manière cyclique, entre 5 à 20 minutes, toutes les 90 minutes, des moments où on décroche de la pensée consciente, et donc on décroche partiellement du monde extérieur. Ça permet de se couper des stress extérieurs, et ça permet en fait d'aménager à l'intérieur de soi une adaptation avec le monde extérieur. Donc, ça veut dire tout ce qui peut être problème intérieur peut justement trouver des solutions grâce à cette forme d'auto-hypnose naturelle spontanée. On a tous et toutes vécu cette expérience. On roule par exemple pour partir en vacances pendant de nombreuses heures. Il y a un moment où on a l'esprit qui part et on se dit tiens, ça fait longtemps que j'ai plus été attentif. Ça, c'est de l'auto-hypnose. C'est un moment, une modification finalement de la conscience. Exactement. Donc en fait, on pourrait définir l'état auto-hypnotique comme un état d'hyper-concentration, mais tourné vers l'intérieur de soi. Alors ça peut être tourné vers une image, comme disait Ioannis, les enfants adorent retrouver des images intérieures avec lesquelles ils jouent. Mais ça peut être aussi vis-à-vis d'une sensation physique, ça peut être vis-à-vis d'une émotion. Mais l'idée, c'est on se coupe partiellement. On est toujours connecté au monde extérieur. Donc l'hypnose profonde, ce n'est pas une rupture, c'est juste une déconnexion profonde. Mais on est toujours en lien avec le monde extérieur. Et alors, on est en recherche de solutions inconscientes. Et dans cet état-là, on trouve effectivement plus facilement des solutions. Quelle est la différence alors entre l'auto-hypnose et l'hypnose ? Est-ce que cette différence, c'est juste le fait qu'en hypnose, on soit dirigé éventuellement par quelqu'un d'autre ? Vous avez tout à fait raison. Donc en fait, l'hypnose, l'hétéro-hypnose avec un thérapeute, c'est de l'auto-hypnose guidée et accompagnée par le thérapeute. La personne qui ne veut vise pas à retrouver le même état ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Bien sûr. Alors évidemment, avec un thérapeute, on va plus loin. Oui. Donc le thérapeute va vous orienter, il va effectivement formater sa thérapie et ses suggestions sur la personnalité du patient d'abord, pour s'adapter à chaque personne. C'est pour ça qu'il vaut mieux un bon hypnothérapeute, parce qu'il faut qu'il puisse avoir l'intelligence émotionnelle de vraiment se formater, de matcher vraiment avec son patient. Donc de rentrer dans son monde, de l'écouter vraiment. Et à ce moment-là, il arrive à le guider vers des solutions intérieures de façon plus rapide que si le patient fait juste de l'auto-hypnose. On va revenir sur ces notions et puis reparler aussi évidemment de l'auto-hypnose et des enfants dans quelques instants après une page de pub, en vous invitant bien sûr à réagir par SMS au 60 31 75 centimes le message, un courriel à tendance première @rtbf.be ou votre message laissé tout simplement sur la page Facebook de notre émission. Tendance première. Colloque sur l'auto-hypnose. Alors, Eric Merlot, c'est un colloque adressé aux professionnels. Non, pas du tout. Ah, c'est tout public ? Tout le monde, justement, oui. Parfait. Donc, chacun peut pas y intervenir, mais en tout cas, y participer avec différents intervenants. C'est chaque année que vous faites à peu près un colloque, je pense, non, consacré tous les 5 ans.
Oui, tous les 5 ans. Je vais faire un tour. Exactement, donc c'est pour ça qu'il faut en profiter là. Mais le temps passe tellement vite. Mais c'est ça, on ne peut pas le temps passer. Consacré cette fois donc à l'hypnose et l'auto-hypnose, la science démontre que l'hypnose est autre que l'auto-hypnose guidée. L'idée c'est quoi? C'est de montrer que chacun peut le faire, le pratiquer et surtout que les applications sont extrêmement nombreuses aujourd'hui. Tout à fait. En fait, on va montrer, donc chaque intervenant va effectivement donner son point de vue, mais surtout un mode d'application. Donc, par exemple, moi je vais parler des problèmes alimentaires, justement, des excès de poids et de la boulimie, mais aussi de la dépendance au tabac. Et je vais montrer à quel point chaque dépendance est en fait une auto-hypnose négative. Oui. Mais donc, chacun a son point de vue théorique, mais c'est vrai que l'approche en tant que recherche chez le patient de ces troubles comme étant des phénomènes auto-hypnotiques négatifs, des autosuggestions négatives, des comportements d'état modifié de conscience négatifs, comment on arrive justement à expliquer aux personnes qu'elles font déjà de l'auto-hypnose, mais malheureusement, ça voudrait dire que ces comportements addictifs pourraient s'expliquer par une recherche inconsciente d'un état modifié de conscience. Exactement. Qui se rapproche de celui de l'auto-hypnose. Qui se rapproche de la toute première auto-hypnose de la vie, où on était en sécurité affective, matérielle et alimentaire, et où justement on était dans un état out of the blue, un état merveilleux, où on se sentait bien. Donc il y a cette recherche, on va apprendre aux gens qui font de l'auto-hypnose négative, on va leur apprendre de l'auto-hypnose positive pour qu'ils aient simplement à remplacer leur fonctionnement négatif par des fonctionnements positifs. Pour être très concret, quand je suis dépendant par exemple à l'alcool ou à la cigarette et je viens vous voir, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, pour le tabac, c'est spécial parce qu'on fait une thérapie en groupe, ce qui marche beaucoup mieux qu'en individuel. Donc, on obtient près de 95% de réussite à la fin du groupe. Et quand on fait les statistiques un an après, on est encore à plus de 80% de réussite. Donc, ce qui est énorme. Alors là, c'est vraiment une mini-psychothérapie par hypnose. Donc, on va mobiliser toutes les ressources de l'inconscient pour que le patient soit complètement motivé pour se libérer physiquement et émotionnellement du tabac et de la dépendance. Et puis après, on va leur donner des outils à la fin du traitement, des techniques auto-hypnotiques, soit des ancrages, soit des auto-hypnoses simples, pour gérer toutes les difficultés qu'ils géraient avec le tabac. Et du coup, cette auto-hypnose va remplacer, puisqu'elle modifie l'état de conscience, la personne va se sentir bien au moment où elle fait l'auto-hypnose, elle n'a plus besoin de fumer. Le tabac devient inutile. Donc voilà, en très très résumé, c'est ça. Maintenant, pour les personnes qui font des crises boulimiques, par exemple, on peut leur apprendre à faire une crise boulimique sous hypnose. Donc elles imaginent qu'elles peuvent manger n'importe quoi, et puis l'avantage, c'est que si elles aiment le caviar et le homard, ça ne sera pas un problème au niveau du portefeuille. Elles peuvent manger tout ce qu'elles veulent sans prendre un gramme, évidemment, et avec une satisfaction bien plus grande. Et comme le but, c'est pas les calories, l'idée, c'est pas de manger. L'idée, c'est de rentrer dans un état modifié de conscience, donc dans une auto-hypnose, alors qu'elle soit alimentaire, sécuritaire ou autre, on arrive au même résultat. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, Ioannis Alexandrakis, si on inculque aux enfants la possibilité de retrouver par eux-mêmes et par auto-hypnose cet état de conscience modifié qui les amène vers un moment aussi de plénitude, où on se sent bien, on se sent en sécurité, si on leur apprend ça, on pourrait éviter peut-être à de futurs adultes de trouver ou de chercher ça ailleurs et par d'autres méthodes ? Tout à fait. On leur apprend justement à s'autogérer, en fait. C'est ça. À combler leurs besoins et à répondre surtout à leurs besoins intérieurs. Et donc, du coup, oui, comme vous dites, après, quand on grandit et qu'on n'a pas cette technique, en tout cas, pour apprendre à s'auto-soigner, et bien, par la suite, on va développer des difficultés, faire des crises, tomber dans la boulimie, de la dépression, le stress, etc. C'est ça, une sorte de prévention, quelque part ? C'est une prévention, tout à fait. De pouvoir aussi les aider. Alors,
dans l'enfance, à quoi? À faire face aux difficultés. On parle beaucoup aujourd'hui, par exemple, de harcèlement, de difficultés relationnelles. On parle beaucoup des hyper, des hauts potentiels, des TDAH, etc. Est-ce que, dans ce cas-là, ces états d'hypnose peuvent les aider à traverser des moments de crise? Tout à fait. Tout à fait. Ce sont toutes des difficultés d'ordre... Enfin, oui, c'est d'ordre émotionnel, mais surtout, moi j'explique toujours ça aux enfants et aux parents, que c'est comme des films qui se passent dans notre tête. Et lorsqu'on rentre dans un état de stress, de peur ou autre chose, c'est un film qui tourne dans notre tête. Et on se dit par exemple, voilà, je suis nul, je suis inconscient, j'ai peur parce qu'il va m'arriver ça. Enfin voilà, on rentre dans un scénario. Et moi, ce que j'explique, c'est que je leur apprends à contrôler ce scénario, à gérer ce scénario, donc à le modifier, pour ne pas rentrer dans ce circuit négatif, mais plutôt dans un circuit plus positif pour en ressentir les bénéfices. Pour ceux et celles qui souffriraient par exemple de crise d'angoisse, l'hypnose peut être aussi un élément de thérapie pour mieux gérer ces crises d'angoisse. Tout à fait. Lorsqu'on est angoissé, on a peur de quelque chose, on ressent quelque chose. Sauf qu'on ne sait pas de quoi on a peur. Voilà, souvent. On appréhende. Mais c'est ça l'avantage de travailler avec l'auto-hypnose, c'est qu'on peut justement aller chercher c'est quoi cette peur au fond de nous. C'est comme avec l'ordinateur, quand on crée un site, on a le visuel, mais derrière il y a le background. Et donc on a accès à ce background lorsqu'on rentre en hypnose. Et donc on peut plus facilement... cibler les... Oui, en fait l'hypnose peut être, comme vous dites, un moyen d'explorer, donc de trouver la cause d'une angoisse ou d'une tristesse ou d'une colère, enfin de n'importe quelle émotion, puisque c'est le côté exploratoire que Freud d'ailleurs a utilisé pendant 9 ans avant d'inventer la psychanalyse. Et puis, en même temps, on peut aussi aider les gens à gérer leurs angoisses sans connaître la cause. Et ça, c'est le côté Milton Erickson, ce psychiatre américain qui a complètement modernisé l'hypnose. Donc on arrive à traiter sans connaître la cause, parce qu'on a un tas de techniques thérapeutiques. Et surtout, on parlait justement de contrôle. Recontrôler un scénario, comme disait Ioannis, c'est en fait le fondement de l'hypnothérapie. Donc c'est pour ça qu'on traite d'ailleurs les gens qui perdent le contrôle de leurs émotions, ou ils perdent le contrôle de leur comportement, ou de leur pensée, ou de leur corps. Ça, c'est tout le domaine psychosomatique. Moi, je souffrais de migraine ophtalmique, j'ai été guéri pour ça. Et du coup, l'hypnose, c'est assez curieux, parce que les gens ont peur de perdre le contrôle en hypnose, alors que c'est justement pour soigner les pertes de contrôle. On parle d'un état modifié de conscience, ça fait toujours un peu peur. Ouais, à part qu'on s'endort tous les soirs, l'état le mot modifié de conscience, le sommeil, c'est un état modifié de conscience bien plus profond. Donc tous les jours, on rentre dans un état modifié de conscience très très profond qui est le sommeil. On est fortement inconscient, alors que l'hypnose, on reste toujours conscient. Maintenant, vous avez encore, et alors c'était encore le cas il n'y a pas si longtemps sur une chaîne française, vous avez l'hypnose divertissement, on va dire, qui a ce côté très spectaculaire, où on voit effectivement des gens faire un peu n'importe quoi, et on fait trop vite le lien entre les deux. C'est une espèce de grande soupe maintenant dans l'esprit des gens. C'est ça le gros problème de l'hypnose traditionnelle. C'est pas pour rien qu'il y a une loi en Belgique et dans tous les pays un peu civilisés. Normalement, l'hypnose de spectacle est complètement interdite. Elle a d'ailleurs été interdite 2 fois à Colfontaine par un procureur du roi. Mesmer n'a pas pu faire son spectacle. Et si on faisait respecter la loi, il pourrait plus rien faire en Belgique, ni ailleurs d'ailleurs. Mais pourquoi ? Parce que c'est une technique médicale. L'hypnose n'a pas été inventée par les hypnotiseurs de music hall. Elle a été inventée par des médecins au 19e siècle. Elle a été élaborée par des médecins. Et puis, ça a été récupéré parce qu'il y a moyen de... Mais c'est pas que de l'hypnose. Mesmer, il fait de la manipulation et de la domination et de la fascination. Donc, c'est un mélange d'hypnose et de manipulation et de domination. C'est les mêmes techniques Non, c'est pas du tout les mêmes techniques. Mais... on peut avoir des états similaires parce qu'il pousse les gens dans un scénario, comme disait Ioannis, dans un scénario imaginaire que lui contrôle. Donc en fait, l'hypnotiseur de music hall, son intérêt à lui, c'est de faire rire le public ou d'épater le public. C'est pas l'intérêt du Kobe. Le Kobe, il n'a aucun intérêt pour lui, si ce n'est d'être un pantin. Et effectivement, c'est grâce à l'autorité, parce que ça ne marche
pas chez tout le monde, hein. L'hypnose traditionnelle, ça marche chez peut-être 20% des gens qui acceptent de jouer le jeu parce qu'ils ont envie d'être exhibitionnistes sur une scène. Mais ils acceptent tout et ils sont conscients de ce qu'ils acceptent. Et ils ne font pas tout ce que l'hypnothérapeute peut leur dire. Hein. Ceux qui ne sont pas très obéissants, on les fait descendre de scène. Hein. Et donc, il n'y a qu'une petite frange de la population qui est capable de jouer un pantin, de faire un acteur. En fait, c'est un peu un acteur avec un réalisateur qui leur impose un rôle et qui les pousse dedans, devant un public où ils se sentent obligés de faire ce qu'on leur demande. Au fond, ce qui est interdit par la loi, c'est la manipulation. C'est d'amener quelqu'un à une forme. L'hypnose est une technique médicale. C'est comme si on disait, allez, on va faire de la chirurgie sur scène, quoi. Ouais. Ça ne se fait pas. Allez, on va faire de la chirurgie plastique sur scène pour défigurer quelqu'un et tout le monde va rigoler. Oui, c'est du même acabit. Là, ils font de l'hypnose sur scène avec de la manipulation, donc ils mélangent un tas de techniques de fascination, d'autorité. C'est honteux, en fait, hein, parce que alors du coup on se dit tiens mais l'hypnose c'est quoi donc ça discrédite complètement une technique médicale. Ouais. C'est pour ça que c'est interdit. Et en plus c'est pas du tout dans l'intérêt du Kobe. Nous quand on travaille avec un patient, tout l'intérêt de l'hypnose, c'est justement que le patient trouve lui-même son unicité, qu'il se sente pleinement lui-même et pleinement à avoir accès à ses ressources individuelles et à ses capacités de changement. Donc, c'est tout l'inverse, en fait. Hein. C'est lui qui compte et le thérapeute est juste là à son service. Alors qu'en hypnose de spectacle, le sujet est au service du public via le thérapeute, enfin le faux thérapeute, parce qu'il fait croire qu'il a été thérapeute, mais Mesmer n'est évidemment pas thérapeute, il est juste artiste. On a pas mal de réactions qui nous arrivent sur la page Facebook de l'émission. Je vous en lis 2 messages de Valérie. Je me suis tourné vers l'hypnose pour vaincre ma phobie de l'avion. Le 11 septembre, survenu en fin de processus, a malheureusement mis à mal la progression. Quelques années plus tard, j'ai repris les séances et remonte maintenant dans un avion. La méthode apprise me sert maintenant dans d'autres situations de stress que je peux bien mieux gérer et appréhender en faisant appel à ces outils. Cela m'a aussi beaucoup aidé lors de mes accouchements. Franck nous écrit, lui, j'ai eu la chance d'être formé à l'auto-hypnose par un médecin, le docteur Fémonville du CHU de Liège, dans le contexte d'une pathologie chronique. Elle a eu la gentillesse de pratiquer avec moi un module d'hypnose qui m'a permis de performer dans handisport. J'ai été cette année-là champion du monde de para-karaté. C'est quand même étonnant aujourd'hui de se dire qu'entre autres, pour un sportif, on s'ouvre à des techniques qui avaient quand même mauvaise presse il y a 20-30 ans ou qui étaient méconnues il y a 20-30 ans. Tout à fait. Pourtant, moi, ça fait plus de 20-30 ans que j'aide des sportifs de haut niveau, effectivement, à augmenter leur performance, leur concentration, la coordination de leurs mouvements, à gommer des défauts qui se répètent tout le temps, qui sont en fait des sortes d'auto-hypnose négative. Hein. On repère, hein, dans ce qui ne marche pas, il y a toujours des fonctionnements d'auto-hypnose négative, il y a des conditionnements négatifs. Et donc, il faut arriver à les assouplir et à les remplacer par des positifs. Je travaille aussi avec des artistes qui sont en mal de créativité. Donc, oui, donc l'hypnose, elle peut soigner, mais elle peut aussi aider à augmenter des capacités mentales, physiques, et même sexuelles d'ailleurs, émotionnelles et intellectuelles. Oui. Est-ce que vous vous mettez des limites, par exemple, Ioannis, si des parents devaient vous trouver en disant mon enfant performe pas bien à l'école, est-ce que ça pourrait l'aider de faire de l'hypnose ? Alors, d'un autre côté, ça pourrait être très bien l'aider à la concentration. D'un autre côté, ça pourrait être les parents qui exagèrent un petit peu. Vous devez faire la différence dans tout ça. Ça ne doit pas être évident. Bien sûr, je suis le thérapeute de l'enfant, pas le thérapeute des parents. Les parents qui ils m'écoutent pas, voilà, ils m'écoutent pas, ils traînent des pieds quand je dis de ranger sa chambre, faut faire quelque chose. Non, je suis pas magicien. Il y a de l'ordre de l'éducatif aussi, hein. Donc ça je distingue bien lors du premier entretien, surtout lorsqu'on fait l'anamnèse, on questionne bien les parents sur c'est quoi la problématique. Mais moi, c'est la parole de l'enfant que je mets en avant et c'est à l'enfant que je m'adresse. Si l'enfant, lui, il ne voit pas de problème à ce que les parents voient comme problème, moi, j'aurais du mal à le travailler. C'est ça, oui. Je ne peux pas, on ne sait pas, en tout cas, opérer un changement chez quelqu'un qui ne le désire pas et qui ne le veut pas. Donc, c'est pas la volonté des parents qu'on travaille, c'est la volonté des enfants. Quelles sont les pathologies, entre guillemets, que vous rencontrez le plus souvent aujourd'hui ? Alors, chez les enfants, il y a beaucoup d'énurésie. Oui. C'est-à-dire ? Pipi au lit, le soir. La nuit, oui. Ouais. Donc il y a l'énurésie. Le stress. Ouais, beaucoup de stress. Les enfants, ils stressent énormément. Et le décrochage scolaire. Mais depuis le Covid, c'est vrai qu'il y a pas mal de décrochage scolaire. Ouais. Ils ont été perturbés.
tout le mode scolaire a été renversé et la reprise a été compliquée pour eux. En quoi l'hypnose ou l'auto-hypnose peut permettre justement de ne plus être en décrochage, ou en tout cas de travailler ce décrochage? On retravaille la confiance en soi, on retravaille les objectifs, parce que souvent les ados ils sont perdus, ils savent pas quoi faire. Et puis c'est vrai qu'il y a une pression aussi de la part de l'école, je trouve, à leur demander de choisir les options, ce que tu veux faire plus tard. Et on sait très bien que c'est des questions que lorsqu'on est jeune, on ne sait pas. Et il y en a qui se mettent une pression de malade à ce niveau-là. Et donc c'est vraiment les aider à se décentrer, à mettre une distance par rapport à toutes ces questions-là. Et on remet de l'ordre en fait. Remettre de l'ordre dans les idées. On pourra reparler peut-être un peu des ados aussi quand même après, parce que moi il y a toujours la question que je me pose. On sait qu'à l'adolescence le cerveau se déconnecte complètement pour reconnecter, avoir de nouvelles connexions, et il y a un gros changement. Voir si justement dans ces moments particuliers l'hypnose peut aider, ou au contraire parfois certains ados deviennent plus réfractaires ou moins réceptifs à l'hypnose. On a des témoignages aussi qui nous sont arrivés par SMS. J'ai fait un stage d'auto-hypnose avec le docteur Éric Merlot, et j'effectue encore, je ris parce qu'à chaque fois que je vous reçois, j'ai ce message, c'est pas la même personne, mais et j'effectue encore aujourd'hui mes exercices qui m'aident en cas d'angoisse. Enfant, j'étais constamment dans la lune. Ado, je suis tombée dans le mal de vivre, et adulte, dans les addictions. C'est pas simple, et Olivier voudrait savoir si l'hypnose pourrait l'aider dans ce cadre-là. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions, interrogations et témoignages. Si vous-même vous avez fait appel à l'hypnose, par exemple, justement dans les cas qu'on a précités, le tabac, la boulimie, le stress, l'angoisse ou d'autres choses, n'hésitez pas à en témoigner par la page Facebook de notre émission si le témoignage est plus long. Comme ça, vous avez bien la place pour pouvoir le faire, ou par SMS au 60 31 75 centimes le message si votre témoignage est un peu plus court, ou encore vous pouvez nous envoyer un courriel à tendancepremière@rtbf.be, tendance au pluriel, premier au singulier, le tout en un seul mot. On se retrouve après les infos. Tendance première. Cédric Moutier, Véronique Tiberghien. Et visiblement, tout le monde parle de ce qu'on appelle aussi communément la visualisation, se projeter dans une situation positive. C'est ce que l'auditrice fait ici. Tout à fait. Tout à fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui font ça de manière négative, Cédric parlait de quelqu'un qui s'angoissait à l'idée de changer, de voyager, c'est du même acabit, c'est du focus sur des pensées négatives. Donc c'est de l'auto-hypnose négative. Donc on construit en fait son mal-être, tout comme on peut construire son bien-être. Ce sont les mêmes méthodes, à part qu'il faut les apprendre. C'est pour ça qu'on donne des ateliers d'auto-hypnose pour apprendre à retrouver le contrôle sur ce qui est négatif et à créer du positif. D'ailleurs, ce vendredi, si ça intéresse certains, on fait un atelier d'auto-hypnose pour la gestion du stress et des émotions et la confiance en soi, pour l'augmenter. Et une fois par an, c'est avec un musicien de musique électronique qui compose de la musique pour augmenter encore la puissance des suggestions. Donc ça plaît beaucoup aux jeunes d'ailleurs, pas seulement, à tous les âges. Donc ça, c'est effectivement un bon moyen d'apprendre à contrôler l'incontrôlable. Et de pouvoir aussi faire peut-être la différence entre les enfants et les adolescents. Est-ce que les adolescents, avec ce cerveau qui change, qui se reconnecte, peuvent avoir une période où ils savent plus, comme pour le reste d'ailleurs, en auto-hypnose, si par exemple ils sont venus chez vous et puis d'un seul coup ils vous rappellent en disant je sais plus, j'ai 13 ans et j'arrive plus. Ou est-ce qu'on a des adolescents qui justement dans cette configuration particulière ont du mal à s'auto-hypnotiser justement dans ce champ-là? Effectivement, il faut les aider justement à retrouver cette capacité qu'ils ont. Oui. Donc il faut leur donner des petites techniques, des outils pour un retour au calme, pour les aider à se concentrer, pour surtout l'école, c'est en général le gros problème des ados. Les aider justement à mémoriser, à retenir. Après, dans la thérapie, avec les ados, ils aiment beaucoup le pratique aussi. Faut savoir aussi que l'hypnose avec les enfants et les adolescents, ça se fait différemment qu'avec les adultes. Ouais.
Pour un adulte, c'est beaucoup plus classique. On est allongé, on est assis, on ferme les yeux. Enfin voilà, il faut vraiment mettre toutes les conditions possibles pour les aider à rentrer dans cet imaginaire. Avec les enfants, ça se fait naturellement. On ferme pas les yeux, on joue avec eux. C'est à travers des poupées, à travers des nounours, à travers plein de choses, à travers des histoires, des livres. Les adolescents, eux, c'est plus complexe parce qu'ils sont entre deux. Oui, les livres, ok, mais les poupées plus. Faut pas trop me prendre pour un enfant, mais je suis pas non plus un adulte. Me fait pas fermer les yeux et m'imaginer des choses. Donc c'est à chaque fois, il faut jauger avec eux. On discute beaucoup, on dialogue beaucoup. Les premiers entretiens sont déterminants parce que c'est là qu'on apprend à les connaître, qu'on repère leur passion, qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qu'ils jouent, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre pour pouvoir mieux les aider là-dedans. Mais à condition que l'enfant ou l'adolescent soit partant. Tout à fait. Parce que si les parents se disent en vous écoutant, tiens, je vais amener mon fils ou ma fille, mais elle n'a pas envie, ou il n'a pas envie, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Si, parce que ça peut justement matcher. Si ça matche avec le thérapeute, effectivement, ça peut. Oui, bien sûr. Mais c'est ça, l'art du thérapeute, c'est d'avoir de l'empathie et cette capacité de communiquer à plusieurs niveaux qui va pouvoir peut-être accrocher l'enfant. Mais c'est vrai que ça marche pas toujours. Sylvie nous écrit ceci. Je suis maman d'accueil de jumeaux dont l'un est dyslexique et dysorthographique. L'école reste compliquée pour lui. Il n'a pas confiance en lui. Trouble de l'abandon, problème de concentration, eczéma. Pensez-vous que cela pourrait l'aider, que l'hypnose pourrait l'aider? On a d'autres questions. Est-ce que l'hypnose peut aider à arrêter de se ronger les ongles? Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui toute une série, on a beaucoup évidemment de questions bien particulière, on pourrait se dire, voilà, ça va être un remède miracle pour tout. Mais la clé pour comprendre, c'est la perte de contrôle. Donc si effectivement la personne ne veut pas se ronger les ongles et qu'elle se les ronge quand même, ça veut dire qu'elle perd le contrôle sur un comportement. Si quelqu'un ne veut pas fumer, il trouve ça dégueulasse, mais il ne peut pas s'empêcher de fumer, il perd le contrôle de son comportement. Si quelqu'un est envahi par ses angoisses ou ses tristesses et n'arrive pas à les contrôler, il perd le contrôle de ses émotions. Et donc toutes les pertes de contrôle, elles peuvent justement se récupérer par la reprise de contrôle du subconscient, c'est-à-dire l'accès à l'imagerie mentale, aux pensées, aux autosuggestions qui vont leur permettre de retrouver le contrôle. Alors souvent, on conseille de faire une thérapie individuelle pour vraiment personnaliser l'approche et parallèlement les ateliers d'auto-hypnose pour que les gens apprennent des outils, comme disait Ioannis. On a besoin d'outils. Comment je fais, moi, quand je suis angoissé, quand je perds prise, quand je lâche prise négativement? Donc ça s'apprend. En fait, ça se réapprend puisque, comme je le disais, dans l'enfance, on est capable de modifier son état de conscience. Et je voudrais revenir au témoignage qu'il y avait juste avant le journal parlé. Olivier qui disait qu'il avait eu du mal dans l'enfance, l'adolescence et puis l'adulte aussi. Oui, mais quelque part, il faisait trop d'auto-hypnose apparemment puisqu'il était tout le temps dans la lune quand il était enfant. Donc il était tout le temps dans une fuite en fait de la réalité. Or, une auto-hypnose positive, c'est une alternance entre cette capacité de rentrer en soi-même, de rêver, de manipuler des difficultés avec ses parents ou avec l'école. Et puis après, il faut retrouver la réalité. Mais donc l'auto-hypnose va nous aider à nous adapter. En fait, les capacités auto-hypnotiques, c'est un vaste réservoir de ressources d'adaptation. Et donc ici, apparemment, il a fini par perdre ses capacités d'auto-hypnotique, ou à se rendre compte que c'était une fuite. Mais du coup, il remplace ça par un état modifié de conscience chimique avec des substances. Le tabac ou l'alcool ou d'autres choses vont modifier son état de conscience, donc faire une sorte d'auto-hypnose chimique sur lequel on perd encore plus le contrôle, parce que ça dure longtemps. Un pétard, par exemple, le cannabis, ça c'est vraiment un des fléaux. Ça dure pendant longtemps l'effet du cannabis. Et donc, quelque part, on le réapprend, faisant de l'auto-hypnose positive, à modifier leur état de conscience de manière psychologique et non plus chimique. Voilà, j'allais refaire le lapsus. Micheline nous demande si l'hypnose peut aider à supprimer les acouphènes. Oui. Tout à fait. Donc, les acouphènes, c'est une production donc de bruit dans l'oreille interne. C'est comme la douleur, en fait. C'est une douleur auditive. Et d'ailleurs, ça peut produire une souffrance morale. Il y a des gens qui souffrent terriblement de ça. Et donc, oui, on peut apprendre à gérer la douleur, comme le prurite et d'autres sensations désagréables. Oui, parce qu'on dit de plus en plus aux personnes qui souffrent d'acouphènes qu'elles vont devoir apprendre à vivre avec cet acouphène. Mais donc, c'est apprendre aussi
à modifier sa perception de l'acouphène. Tout à fait. De ne On plus est le vivre, capable de voilà. diminuer l'intensité, parfois même de la diminuer tellement qu'on l'entend plus. On est capable de mieux gérer l'émotion qui est produite par l'acouphène, parce que plus on trouve ça insupportable, plus on aggrave le symptôme. Donc on joue sur le tableau émotionnel et sensoriel. Question intéressante d'une personne qui nous dit: est-ce que vous pensez que les jeux en ligne ont quelque chose d'hypnotique chez les jeunes? Et j'élargirais de manière générale à l'écran sur lequel ils passent du temps. C'est vrai que par moments on se dit: ils ne sont pas concentrés sur ce qu'ils regardent. Enfin, ça va tellement vite. Est-ce que ce n'est pas une mise en état? Oui, tout à fait. Mais justement, en fait, l'état hypnotique, quand on est par exemple sur Instagram, donc on passe pendant quelques secondes sur une image, puis on scrolle, c'est typiquement un fonctionnement auto-hypnotique. En état hypnotique, on arrive justement à passer du coq à l'âne, comme ça, régulièrement. Donc oui, c'est de l'auto-hypnose stimulée par un écran. Tout comme quand on aime lire et qu'on rentre dans un bouquin, c'est aussi de l'auto-hypnose. Ça peut être préférable parce que là, au moins, on fait travailler l'imagination. Oui. Qui est tellement importante aussi dans votre pratique, Yannis, que vous l'expliquiez tout à l'heure. Et puis cette question encore: j'ai suivi plusieurs séances d'hypnose dans le but de gérer ma boulimie. Ça a très bien marché pendant 6 mois et puis fini. J'ai recommencé mes séances, mais sans succès. J'ai changé de thérapeute, mais ça n'a pas fonctionné non plus. C'est comme si mon cerveau avait décelé l'astuce et ne se laissait plus avoir. C'est marrant parce qu'elle se dissocie de son cerveau. Oui. Là, il faut changer de technique. Donc, elle est restée dans un certain mode de technique où on travaille le symptôme. Là, ça peut être intéressant d'explorer ce qu'il y a à la source de la boulimie. Et puis, en fait, il existe des milliers de techniques. On pourrait même dire qu'il existe des techniques pour chaque être humain. Donc, l'art d'un bon hypnothérapeute, ça va être de trouver la bonne technique. Mais c'est un art, donc elle n'a pas encore trouvé. Il faut qu'elle trouve le bon thérapeute. Mais déjà, peut-être ne pas les bons ateliers d'auto-hypnose aussi, parce qu'on fait l'Institut de là-dessus. Voilà, par exemple. C'est marrant parce qu'elle se dissocie de son cerveau, comme si c'est son cerveau qui prenait le pouvoir, finalement. Alors, effectivement, donc soit quand on est dans un état hypnotique, il y a ce fonctionnement subconscient et inconscient qui peut être complètement parallèle au fonctionnement conscient. Et donc, soit il fonctionne bien, soit il fonctionne mal. Soit il vous fait tomber dans une crise boulimique, soit il vous fait rentrer dans une auto-hypnose positive. En fait, c'est 2 versants auxquels il faut se familiariser pour choisir le bon. On va dire quand même un mot de ce colloque qui aura lieu, je ne l'ai pas encore dit d'ailleurs, le 23 avril, dans l'après-midi. Ça commence à 13h jusqu'à 19h, avec différents intervenants, dont vous, évidemment, Éric Merlot, et vous, Yannis aussi. Vous allez pouvoir intervenir, notamment sur la question des enfants et de leur auto-hypnose naturelle. On y parlera aussi, justement, de l'auto-hypnose, mythes, illusions et ressources personnelles exceptionnelles, du burn-out, dont on parle aussi beaucoup aujourd'hui, de problèmes parentaux, conjugaux et scolaires. On parlera boulimie, tabac, de dépendance donc, et de se reconnecter au corps par l'auto-hypnose. Il y aura bien d'autres intervenants qui vont participer à tout cela. Donc c'est le 23 avril dès 13h. Vous pouvez vous inscrire sur le site nouvellehypnose.com, Nouvelle Hypnose en un mot, nouvellehypnose.com, et y trouver toutes les informations justement pour pouvoir vous rejoindre. Pour les particuliers, c'est 47 € pour l'après-midi, qui est une grosse après-midi, puisque c'est de 13 à 19h. Ce sont des ateliers, des conférences? Alors, c'est vraiment des conférences interactives. Donc, les interventions théoriques seront assez courtes. Elles prendront une quinzaine de minutes pour qu'il y ait 15 minutes pour l'auditoire, pour poser des questions, toutes les questions qu'on veut. Et alors, je voudrais signaler une nouveauté. Donc, on initie un tout nouveau cycle d'ateliers d'auto-hypnose pour apprendre à augmenter les aptitudes au bonheur. Donc, il y aura 3 ateliers sur le cheminement vers l'état qui est le plus antidépresseur qui soit. C'est l'état heureux. Je vais revenir 20 ans en arrière, si vous le voulez bien, docteur Perlot. L'une des premières fois qu'on s'est rencontrés, la difficulté, c'est qu'on recevait beaucoup de messages. Où est-ce que je peux trouver un hypnothérapeute? Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup en Belgique. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus nombreux à s'être formés à l'hypnose et à pouvoir offrir ce type de thérapie. Il y a une forme d'engouement aussi. Est-ce que parfois ça vous fait pas peur, ce succès?
Ben, disons que ce qui me fait peur, c'est qu'il y a même des formations sur Internet en quelques journées où on peut devenir hypnothérapeute. Donc, et puis il y a aussi des instituts qui sont dirigés par des commerciaux qui n'ont aucune formation en psychologie ou en médecine. Et donc, il y a un peu de tout et n'importe quoi comme formation, ce qui fait que du coup, il y a un peu de tout et n'importe quoi comme hypnothérapeute. Donc, il faut vraiment bien s'intéresser à où la personne a été formée, combien de temps. Nous formons des thérapeutes. Ioannis, ça fait 4 ans de formation dans notre institut de nouvelle hypnose. Donc une formation, ça ne s'improvise pas. Ce qui se passe, c'est que l'hypnose donne effectivement une impression qu'on peut traiter plein de choses. Alors il y a un tas de gens qui se lancent comme ça, alors qu'ils ont fait la kinésio, et qui ne sont pas en fait des formations professionnelles. Donc oui, bien sûr, ça m'inquiète, ça. Soyez donc attentifs lorsque vous faites le choix de l'hypnothérapie, à bien choisir votre hypnothérapeute. Merci beaucoup, Dr Eric Merlot. Bon succès. Je vous en prie. Le 23 avril, à l'occasion de ce colloque qui débutera, je le disais, à 13h. Nouvellehypnose.com pour les informations. Merci beaucoup aussi, Ioannis Alexandrakis, d'être venu dans cette émission. Bel après-midi avec vos collègues, évidemment, ce jour-là. Nous, on va poursuivre avec une page de publicité. Juste après cette page de pub, on va retrouver Mélanie Guisset qui va nous rejoindre pour nous parler petits pots dans la cuisine et aromates.